Helen est infirmière de formation. Elle est actuellement consultante indépendante en Nouvelle-Zélande où elle travaille sur l'intégration de la santé mentale en soins primaires. Elle effectue également des travaux de recherche en collaboration avec le Yale Program for Recovery and Community Health autour de la question de la citoyenneté, question qui était au cœur de sa propre thèse de doctorat. Helen et Deborah travaillent ensemble depuis une bonne quinzaine d'années. Cette dernière, Deborah, travaille 2 jours par semaine à l'université en tant que Professional Teaching Fellow. Elle y enseigne notamment l'intervention auprès des personnes qui entendent des voix. Elle travaille aussi au sein du Auckland District Health Board à titre d'éducatrice dans des groupes d'entendeurs de voix. Et elle est contractuelle finalement pour la docteure Sarah Gordon pour un projet de recherche et d'intervention en promotion de la santé visant à diminuer la stigmatisation chez les étudiants en médecine. Ceci contribue énormément, selon Helen, à faire évoluer les mentalités et à faire en sorte que les questions de santé mentale soient abordées beaucoup plus librement. Ensemble, Helen et Deborah ont donné beaucoup de formations aux professionnels sur le rétablissement, puisque le rétablissement est en effet l'orientation gouvernementale officielle en Nouvelle-Zélande. Elles ont aussi contribué à faire entendre la voix des entendeurs de voix, pour ainsi dire, laquelle est moins organisée et moins portante que celle des professionnels institutionnels. Elles forment des usagers formateurs, selon le principe du « train the trainer ». Deborah est une non-clinicienne et c'était novateur à l'époque de lui confier un rôle d'animation, de formation au rétablissement pour cliniciens, alors qu'Hélène était alors la clinicienne de service, la token clinician. La Nouvelle-Zélande fut le premier pays à se doter d'une commission nationale de la santé mentale et à adopter le rétablissement comme orientation officielle, avec un mouvement des usagers et des pères aidants bien soutenu et qui devait être impliqué dans les décisions politiques les concernant. Si vous n'aviez pas d'usagers avec vous, vous n'aviez pas de financement public. Ceci a été mis en péril avec l'arrivée au pouvoir d'un gouvernement néolibéral plus conservateur, lequel a, à son tour, été remplacé il y a environ 1 an. Des usagers occupent des fonctions diverses dans le système officiel, sans que ce ne soit spécifiquement à titre d'usager ou de père aidant. En termes organisationnels, c'est désormais dans les organisations non gouvernementales, comme les associations d'usagers et les groupes d'entraide mutuelle, que les soins donnés par les usagers père aidants sont visibles et regroupés. Il y a par exemple 2 ressources alternatives à l'hospitalisation dans la région de Auckland qui sont dirigées par des usagers père aidants. Helen insiste sur l'importance de bien caractériser, profiling, la particularité des pères aidants et usagers engagés pour assumer des rôles bien précis que seuls eux peuvent jouer. Il faut être vigilant et rappeler constamment cette fonction unique parce qu'il y a toujours cette tendance à se contenter d'une simple présence, étant donné que c'est politiquement correct de pouvoir affirmer qu'au moins un usager est présent. Ceci justifie justement parfois qu'il n'y en ait qu'un seul sélectionné, parce qu'il cadre bien avec une orientation particulière, alors qu'il faut plutôt de la variété et pouvoir exprimer des opinions différentes. Helen est elle-même dans une bonne position pour intégrer la voix des usagers père aidants en première ligne avec une présence significative. En Nouvelle-Zélande, 60% des personnes qui se présentent en clinique médicale le font pour des problèmes sociaux, dont la conséquence est soit la dépression, soit l'anxiété, si on ne s'en occupe pas. Il faut donc qu'il y ait là aussi des pères aidants pour aider les gens à reconnecter avec leur communauté, ce qui contribue également à la déstigmatisation, à dépasser le modèle biomédical traditionnel. Heureusement, la Commission de la santé mentale néo-zélandaise est sur le point d'être rétablie, nous dit-on. Travaillant en collégialité avec des gens comme Helen, Deborah a été surprise de s'apercevoir qu'il y a non seulement de la discrimination et de la stigmatisation envers les usagers de services de santé mentale, mais qu'il y en a tout autant de la part du milieu professionnel médical et infirmier envers les professionnels qui choisissent ce domaine de la santé mentale. Le fait pour Hélène de travailler avec une père aidante est une ressource importante pour reconnaître et faire face à ce qui peut parfois être vécu comme de l'oppression, dit-elle. Hélène se rappelle une époque où, comme infirmière, il ne fallait surtout pas demander aux personnes de parler des voix qu'elles entendent. On apprenait qu'il fallait tout simplement les ignorer.
Il n'a pas toujours été facile pour quelqu'un d'avant-gardiste comme Helen de proposer le contraire dans un tel milieu et d'aller ainsi à l'encontre du conservatisme de sa propre profession d'infirmière psychiatrique. Dans un tel contexte, la présence de la paire aidante auprès de l'experte clinicienne permet à celle-ci de mieux faire face elle-même à l'adversité et à la lourdeur que peut représenter ce manque de reconnaissance professionnelle. Elle se sent connectée à quelqu'un de compréhensif, puisqu'il y a beaucoup de choses qu'elle réalise avoir en commun dans cette entreprise consistant à remettre l'ordre établi en question. En tant que descendante d'Européens, Helen et Deborah se gardent bien de parler au nom des Maoris, soit des Premières Nations du territoire néo-zélandais du Pacifique. Elle souligne cependant l'importance de travailler pour les soutenir culturellement et pour apprendre d'eux. Par exemple, entendre des voix n'est pas nécessairement vu comme une pathologie dans leur culture, mais plutôt comme un don. C'est à l'arrivée des Européens que ce phénomène a été catalogué en tant que pathologie psychiatrique, avec pour conséquence un taux très élevé de prescription de médicaments antipsychotiques qui sont associés à une espérance de vie réduite de près de 40 ans chez ces personnes. Les Maoris que connaissent Helen et Deborah sont généreux de partager leur savoir ancestral avec ceux qui s'y intéressent. Il n'est par exemple pas nécessaire d'être un descendant de Maoris pour recevoir des soins traditionnels offerts par des tradis praticiens dans les cliniques où leur savoir ancestral est appliqué au profit d'une approche plus globale et plus holistique de la personne.